qui arrive. J'attends que le bouton rouge s'allume, ça a l'air bon. Ça y est, c'est parti. Ok, super. Donc, on commence par les principes inchangés de la déclaration. Euh, Ça marche. Donc, du coup, on est toujours sur une déclaration annuelle et une déclaration des quantités qui sont mises en marché sur l'année N-1. Donc là, en l'occurrence, la déclaration des mises en marché 2022 et une déclaration des quantités qui se fait par ligne de produit. En ce qui concerne les nouveautés, donc on a des nouveautés sur la nomenclature, sur les modalités de déclaration avec la déclaration simplifiée, les modalités de déclaration et de facturation et l'extranet. Donc du coup, on va commencer avec la nomenclature. Donc on a toujours à disposition sur notre site internet, on a une page qui s'appelle les entreprises et les produits assujettis, sur laquelle on peut retrouver une nomenclature Excel avec par ligne de produit des exemples d'inclusion et d'exclusion. Et on a également mis à disposition des adhérents cette année un glossaire qui va venir plutôt illustrer les changements de 2023 et notamment par rapport aux autres filières REP. Donc du coup, d'abord, on a les changements par rapport à la filière articles de sport et loisirs. Donc pour simplifier en fait la distinction entre la REP TLC et la REP ASL, nous on garde dans notre nomenclature tous les vêtements de sport qui peuvent être portés au quotidien. Donc par exemple casquette, maillot de foot, cycliste, chaussures de sport en salle. Et du coup, tout ce qui va chez ASL, ça va être les équipements sportifs évidemment, mais tout ce qui est vêtements de sport impropres à une utilisation quotidienne et plutôt pour une utilisation spécifique d'un sport. Donc, exemple, bombe d'équitation, kimono de judo, cycliste rembourré, chaussures à crampons, etc. En plus de ça, le changement, c'est que tous les articles en néoprène, ils vont désormais dans la filière ASL, quand jusqu'à présent, c'était juste les combinaisons de plongée en néoprène. Là, désormais, il y a aussi les maillots de bain en néoprène qui sortent de la filière TLC pour aller dans la filière ASL. Ensuite, on a la Attends, j'ai différence. Anne, j'ai Anne qui Oui, a une question. Oui, j'avais juste une petite question parce que maintenant, avec l'éco-conception, il y a certains nouveaux produits où le néoprène tend à être remplacé par d'autres matériaux. Est-ce que ça ne change rien, j'imagine, hein. Enfin, je me doute que ça ne change rien, mais je préfère clarifier quand même. Écoute, là, je pense que. Alors, moi, tu me poses une colle, oui. pour le coup. J'aurais tendance à dire si la combinaison, qu'elle soit en néoprène, la combinaison de plongée, qu'elle soit en néoprène ou Oui, pas en néoprène, elle est importable, en fait, Ouais, dans c'est la rue, ça. quoi. Je me doute, ouais. Mais bon, c'était pour être sûr. Merci. On peut mettre, par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre le néoprène, enfin, on peut mettre type néoprène, si Ouais, ça tu. serait peut-être plus clair parce que beaucoup de marques aujourd'hui cherchent à justement ok, éco-concevoir les combinaisons. Mm. je me note. Pardon, Jade. Pas de souci. Je vais rentrer Léonore. Donc du coup, ensuite, on a illustré la distinction entre TLC et la filière articles de bricolage et jardin. Donc là, il n'y a pas de changement, c'est juste qu'on a un peu changé le wording. Donc nous, ce qu'on garde dans notre nomenclature, c'est vêtements de travail avec des coques inamovibles. Et du coup, ce qui va chez ABJ, c'est vêtements de travail avec... oui, non, pardon. Nous, c'est coques amovibles et ABJ coques inamovibles. Ensuite, ce qu'il y a dans le périmètre de ABJ, ça va être tout ce qui est gants de jardinage, bricolage, soudure. Et pour les chaussures de sécurité, nous, avant, on parlait de catégorie EPI 1 chez nous et 2 et 3 chez ABJ. Maintenant, on parle plutôt de normes ISO 23147 pour les chaussures de sécurité qui sont incluses dans la nomenclature e-fashion et les chaussures de sécurité normes ISO 20345 qui sont exclues. Ensuite, on a la Excusez-moi, j'ai filière. juste Oui. une petite question. On est d'accord sur les vêtements de travail, c'est toujours vêtements de travail à destination du consommateur, hein? Oui. D'accord.
tout à fait. Ensuite, sur la filière jouets, donc ce qui est exclu du périmètre e-fashion, c'est tous les déguisements enfants, donc jusqu'à 14 ans, et accessoires de déguisement. Et nous, on garde dans notre périmètre les déguisements textiles adultes. Et enfin, on a illustré donc la différence entre la REP TLC et la REP éléments d'ameublement. Donc nous, on va avoir tout ce qui est linge de maison, donc thé d'oreiller, housse de couette, à l'aise, tapis de bain et tapis de cuisine. Et dans la filière éléments d'ameublement, c'est donc meubles et décorations, donc oreiller, coussin, housse de coussin, couette, rideaux et voilage qui étaient avant chez nous, et tapis de décoration. Sachant que on a d'autres exemples, enfin en tout cas nous dans notre nomenclature, tous les produits qui sont inclus, on a des exemples pour toutes les lignes produits linge de maison. Est-ce qu'il y a des questions sur la nomenclature ou pas? J'ai une question justement qui m'a été remontée. Si un élément n'est pas identifié dans la nomenclature, comment vous questionnez? Ça a été le cas en fait sur les filets de lavage pour la lingerie. Ils ne sont pas aujourd'hui dans la nomenclature et j'ai des adhérents un adhérent en l'occurrence qui m'a questionné récemment. En l'occurrence, pour moi, ils ne sont pas assujettis. Mais du coup, la question, c'est quand vous avez un doute sur un produit, où trouver l'information? Exactement, si on ne trouve pas dans la nomenclature, sachant que la nomenclature précisait ce qui est assujetti ou non. Et là, en l'occurrence, voilà, le filet de lavage pour lingerie n'est pas dedans, donc on ne savait pas si c'était inclus ou exclu Mm. en ne le trouvant pas. Du coup, Hélène, tu peux compléter si besoin, mais moi, j'aurais tendance à dire que dans notre nomenclature, on essaie quand même d'être le plus exhaustif possible. Donc, si vous ne trouvez pas un produit, c'est que logiquement, il est exclu. Après, si vous avez vraiment un doute sur un produit en particulier, vous pouvez contacter la hotline pour leur demander. Et ouais. Et ce qu'on peut faire, Steren, c'est le plus simple en effet, c'est de contacter c'est de mettre un message à la hotline. Parce qu'en fait, Non, nous, la le hotline, message avait été posé par la hotline, par la marque, et de ce fait, on a aussi relayé, on n'avait pas encore eu de retour. Donc c'est pour ça d'accord. que je vous questionnais. Parce que nous, ça nous permet de regrouper toutes les questions et de pouvoir vous renvoyer aussi la question. Et ce qu'on peut faire, c'est que on pourra vous mettre, s'il y a des modifications importantes, enfin, ou des ajouts importants dans les produits, qu'on vous les fasse repasser. Alors pas tous les jours, hein, évidemment, mais je pense dès qu'on a un certain nombre à vous faire repasser. Et on va remettre à jour à la fin de la période de déclaration toute la liste de produits que l'on passera à la DGPR en fait. Ok, Que ce merci. soit plus léger. Donc tout ce que vous avez, enfin le filet de lavage, c'est une bonne question. Je pense que ça va revenir aussi. Donc pas de souci. Oui. On essaie, quand on a un produit qui revient souvent, du coup, de l'ajouter dans les exclusions si on a pas mal de questions dessus. Merci. Anne, tu avais une Oui, question aussi? moi j'avais une question que vous connaissez déjà, puisque Jade m'a déjà répondu, mais du coup j'étais pas sûre de la réponse. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, ça ne concerne pas la nomenclature, mais le destinataire, hein. Quand le metteur en marché, quand il ne connaît pas le destinataire de l'achat, et s'il ne sait pas si l'acheteur de la chaussure de sécurité va être un particulier ou enfin un ménage ou une entreprise, une collectivité. Oui, du coup, j'ai vu votre retour par mail et j'ai transmis à Narimène qui s'occupe plutôt de ces sujets-là chez nous parce que moi j'ai pas la réponse à ce niveau-là, à part la réponse que je vous avais apportée précédemment. Parce qu'effectivement, pour moi, la nomenclature, elle est claire au niveau des lignes de produits, mais l'entreprise qui ne connaît pas parce que dans la définition du metteur en marché, on a, avant d'avoir le produit, on a à destination des ménages. Mm.
Donc, voilà, on a des entreprises qui se posent des questions. Oui, sur, ça va être compliqué parce que si je prends l'exemple en effet d'une chaussure qui va être vendue chez un professionnel, enfin, dans une chaîne de bricolage, on ne pourra jamais savoir si c'est vendu à un professionnel ou si c'est vendu à un particulier. Donc je pense que ça, il faut qu'on voit ce cas-là en effet, Jade, avec Narimène en interne. Mais moi, j'ai tendance à dire que si c'est vendu dans une enseigne à destination du grand public, c'est considéré comme du grand public. Oui, là, a priori, il y a moins de soucis. Après, il y a des marketplaces qui, visiblement, Ah. vendent également à des collectivités. Et après, il peut y avoir plusieurs intermédiaires. Donc là, le metteur en marché, le producteur, lui, il n'a pas la vision sur le destinataire final. Ouais, mais on va considérer que c'est enfin, on va voir C'est comment un on va faire. cas, d'accord. Ouais, mais non, on va considérer que voilà, ça peut être une chaussure qui pourra être remise. Si elle n'est pas vendue sur un circuit particulier, elle peut être portée en dehors d'un usage strictement professionnel, en fait. Elle n'a pas de caractéristiques qui font que ça en fait. Bon, on va regarder ça, Anne. D'accord. On va voir avec Narimène. Très bien, merci. Karine, tu avais une question aussi? Oui, juste sur la nomenclature, on a souvent des questions aussi sur les tote bags en tissu. Ils sont exclus. Ils sont exclus? D'accord. On a mis à disposition sur le site internet en fait la nomenclature, mais juste sous une forme différente. Je peux vous montrer si vous voulez rapidement. D'ailleurs, j'en profite, j'étais dessus pour vous montrer que sur le site internet, on a mis à disposition des vidéos pas à pas pour les adhérents sur les différents sujets que nous, on va aborder aujourd'hui. Et donc, du coup, dans les entreprises et les produits assujettis, vous pouvez télécharger la nomenclature ici. Dans le fond, c'est la même qu'avant, c'est juste dans la forme que ça change. Donc, en fait, c'est rangé par grande catégorie et ensuite par ligne de produit avec les exemples. Et on a rajouté un onglet exclusion où on a mis un peu les exclusions qui reviennent assez régulièrement, notamment les tote bags et la maroquinerie. Ok, super, je n'avais pas vu. Merci. Pas de souci. Hop, je reprends ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de la nomenclature? Non. C'était clair, c'est parfait. Super. Du coup, je passe à la suite. Donc, la deuxième nouveauté, c'était sur les modes de déclaration. Donc, à partir de 2023, les metteurs en marché ont les options de déclaration simplifiée ou de déclaration détaillée. Donc, en fait, ça va être accessible pour les metteurs en marché qui ne souhaitent pas déclarer des produits éligibles aux éco-modulations et qui mettent en marché moins de 5000 pièces par an. Dans ce cas-là, ils pourront choisir entre la déclaration simplifiée ou la déclaration détaillée. Et pour tous les autres metteurs en marché, ça sera la déclaration détaillée obligatoire. Donc, ce qui diffère de la déclaration simplifiée et de la déclaration détaillée, donc la déclaration simplifiée, elle se fait en quantité mise en marché par grande famille de produits, donc vêtements, linge de maison, chaussures. Et la tarification à la pièce, elle est majorée. Donc, c'est pour couvrir la non-déclaration des éco-modulations et le manque de traçabilité des références. Et du coup, la déclaration détaillée, c'est la déclaration qu'ont l'habitude de faire les metteurs en marché. Donc, ça se fait en quantité mise en marché par ligne de produit. Et ils peuvent soit remplir le fichier d'aide à la déclaration, c'est un fichier Excel qui est disponible sur le site internet et sur l'extranet, et l'importer ensuite sur l'extranet qui va remplir automatiquement la déclaration. Soit ils peuvent venir remplir à la main directement sur l'extranet. Et du coup, le tarif, il est à la ligne produit. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Attends, Non. j'en vois pas. J'ai mis dans le chat juste l'adresse vers les pas à pas vidéo. Ok. Super.
Du coup, les modalités de déclaration, qui font partie des gros changements de l'année 2023. Donc du coup, à partir de 2023, la facturation des éco-contributions, elle ne se fait plus sur les mises en marché N-1, mais sur un prévisionnel des mises en marché N qui est établi par Refashion. Donc là, en l'occurrence, du 16 janvier au 15 février 2023, les adhérents, ils vont faire la déclaration obligatoire de leur mise en marché de 2022. Sur ces mises en marché 2022, il n'y a pas de facturation de l'éco-contribution, mais cette déclaration, elle sert de base pour le prévisionnel des mises en marché 2023 et donc pour la facturation de l'appel de fonds des éco-contributions 2023, qui, elle, a lieu du 16 janvier au 31 mars 2023. Et donc ensuite, au premier semestre 2024, les metteurs en marché, ils vont faire la déclaration des volumes réels de l'année 2023, qui vont nous permettre de faire une régularisation de l'appel de fonds des éco-contributions 2023. Et donc, au premier semestre 2024, on aura également la facturation de l'appel de fonds des éco-contributions 2024 avec une régularisation l'année prochaine et l'année suivante et ainsi de suite. Inès, Donc, je crois qu'il y avait une question d'Inès. Oui, juste une question parce que du coup, donc maintenant c'est Refashion qui va faire un prévisionnel et pour faire ce prévisionnel, vous allez vous baser uniquement sur les mises en marché déclarées l'année d'avant ou il y a d'autres paramètres que vous allez prendre en compte? Alors, si tu veux, Jade, je vais prendre la réponse. En fait, c'est quelque chose que l'on établit. C'est un prévisionnel qu'on va établir en fonction des tendances du marché. Donc, il y a de très, très fortes chances qu'on revienne vers vous en milieu d'année pour vous demander ce que vous avez comme remontée par rapport à la tendance que vous avez. Comment est-ce que se dessine pour vos adhérents le marché pour que nous, on puisse établir ce prévisionnel de quantité? On va évidemment se baser sur tout ce que l'on peut avoir comme différentes données pour établir ce prévisionnel, mais c'est bien, et ce sera ça voté par le conseil d'administration. Donc c'est bien les metteurs en marché qui vont valider, le prévisionnel. Sachant que c'est un prévisionnel, c'est un appel de fonds et qu'il y a une régularisation qui est faite sur l'année, au cours de l'année suivante. Donc les metteurs en marché D'accord. payeront bien leur quantité réelle au final. Réellement mis sur le marché, d'accord. Ouais, Ça tout à fait. marche, merci. Et du coup, juste pour terminer sur cette slide, donc on considère l'année 2022 comme une année blanche dans le sens où il n'y a pas de facturation sur les mises en marché 2022, mais les metteurs en marché ont bien payé en 2022 une éco-contribution sur les mises en marché 2021 et payent en 2023 une éco-contribution sur les mises en marché, sur le prévisionnel des mises en marché 2023. Juste un point, on a pas mal de questions, hein, de la part des metteurs en marché sur cette, entre guillemets, «cette année blanche». Une façon qu'on a trouvée, plus simple en effet pour expliquer, plus rapide, c'est de dire qu'en effet, les metteurs en marché en 2022 ont payé pour les mises en marché 21 comme vient de le dire Jade et en 2023 vont payer sur les mises en marché 2023. Mais qu'en réalité, en 2023, ils auraient dû payer sur les mises en marché 22 plus le prévisionnel 2023. Donc en fait, il y a qu'un seul paiement cette année sur le prévisionnel 23. C'est pas simple Hélène, à... Oui, pardon, j'ai pas bien compris, moi, par rapport à ta réponse sur Inès, c'est qu'en fait, vous vous basez pas sur ce qu'ils avaient mis en marché, eux, l'année d'avant? C'est plus les tendances de marché par produit? bah, en Oui, fait, parce que c'est un appel de fonds. c'est un appel de fonds. Oui, En fait, on mais les a pas. l'appel de... Mais d'accord, mais est-ce que, parce que, enfin, par exemple, quand on fait des appels de fonds de cotisation sans avoir les chiffres, on appelle sur les mêmes montants que l'année précédente et après on régule? Parce que là, si vous faites des tendances par marché, ça veut dire que Non, vous non, non, allez non, non, demander... pardon. Non, non, c'est moi qui me suis mal exprimée, Karine, tu as tout à fait raison. C'est que nous, si tu veux, on va essayer de compiler les différentes tendances. On ne fera pas un prévisionnel pour la lingerie, un prévisionnel pour le sport, un Oui, prévisionnel. On va pas faire ça. On va faire un prévisionnel global. Mais pour nourrir, en tout cas, cette réflexion de prévisionnel, si je dis n'importe quoi, demain, on avait de nouveau une période catastrophique dans la vente et qu'on voit se dessiner une année 2023 à moins 20%. Enfin, tu vois, essayer de regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut établir ce prévisionnel de l'année.
C'est juste avoir des Peut-être. remontées réelles et pas uniquement se baser sur, on va dire, de la quantité de l'année dernière. Peut-être que c'est au final ce qui se passera, je ne sais pas, mais en tout cas, essayer d'être au plus proche de la réalité des metteurs en marché. Donc ça veut dire que si je comprends bien, par exemple pour une société, ça serait de prendre plus ou moins son prévisionnel de l'année d'avant et de se dire que si la tendance de marché sur ce qu'ils font, elle est plutôt en baisse, d'y appliquer Non, un pourcentage? c'est l'éco-organisme qui fixera le prévisionnel pour toute la filière. Parce qu'autrement, ça fonctionnera pas. C'est ce qui a été validé par la DGPR. Le prévisionnel, il est établi par l'éco-organisme et voté par le conseil d'administration. Il n'est pas à la main de chaque metteur en marché. Et sachant Oui, mais que là, en l'occurrence, pour 2023, le prévisionnel des mises en marché 2023 est égal aux mises en marché 2022. Pour cette année-là. Si c'était pas clair. oui, d'accord, mais du coup, c'est un prévisionnel, mais il faut bien après répartir ce provisionnel en appel de fonds à chacun. Comment vous le répartissez? Bah, en fait, c'est ça, c'est que, par exemple, je vais prendre une société X qui a déclaré pour 2022 3000 produits. Oui, Elle paiera la pour 3000. contribution 2023 sur 3000 produits vendus de façon prévisionnelle sur 2023. Si en D'accord. 2024, elle en a vendu 3400, elle paiera le différentiel des 400 supplémentaires. À l'inverse, si elle en a vendu que 2500, on lui fera un avoir des 500 pièces qu'elle n'aura pas vendues, mais pour lesquelles elle aura payé dans l'appel de Oui, fonds. ça je comprends. C'est juste que du coup, le prévisionnel est forcément basé sur l'année. Parce que tu parlais des tendances de marché que vous allez appliquer. Donc Bah c'était de oui, se oui. dire que le prévisionnel, il était 3000, donc vous êtes égal à 3000, ou alors c'est 3000 plus la tendance de marché qui est par exemple globalement à plus 2%, c'est 3000 plus 2% que vous appliquez et vous régulerez en 2024. Exactement. D'accord. Donc c'est le pourcentage de la tendance de marché, vous l'appliquez à tout le monde sur ce qu'ils avaient payé l'année dernière. Exactement. Ok, d'accord, c'est clair. Et là, du coup, comme vous le faites pour l'instant, par contre, le prévisionnel de 2023 égale ce qui était en 2022 et vous régulerez. Il n'y a pas eu de Exact. pourcentage d'ajouté. D'accord. Non. Et vous verrez pour la suite, d'accord, ok, c'est clair. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe à la suite. Donc, au niveau de la tarification et du barème, donc pour la facture de l'appel de fonds de l'éco-contribution 2023, ça se construit de la manière suivante. Donc, le montant des éco-contributions selon le barème, que ce soit la déclaration simplifiée ou détaillée. Les barèmes, ils prennent en compte les fonds réparation et réemploi réutilisation. On a les frais administratifs Refashion qui sont de 30 € et qui sont annuels. Et la redevance ADEME pour l'année 2023 qui est de 4,11 €. Donc du coup, il n'y a plus de montant forfaitaire minimum. La tarification, elle se fait à la ligne produit, donc pour la déclaration détaillée, avec du coup 104 lignes produits. Et les barèmes, ils sont mis à disposition des adhérents sur le site internet. Donc pour les adhérents, ça ne change rien. C'est-à-dire que l'adhérent continue de remplir les quantités mises en marché à la ligne produit. C'est ensuite l'application de la tarification qui va bouger, mais pour lui, ça c'est transparent. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de rendre plus transparente ce découpage en fait de la facturation? C'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, le montant forfaitaire minimum était de 120 €. C'est-à-dire que si vous vendiez 4 produits, de toute façon, vous aviez un forfait minimum de prise en charge des préventions du déchet qui était de 120 €. Là, pour certains très, très petits metteurs en marché, c'était évidemment une somme importante à sortir au vu de ce qu'ils avaient en réalité mis sur le marché. Donc c'est pour ça qu'en fait, cette année, on fait payer à la réalité de la mise en marché. Donc c'est vraiment le nombre de pièces fois le tarif, auquel on ajoute évidemment les frais administratifs incompressibles et la redevance ADEME qui est également, elle, incompressible, qui est obligatoire. Et donc ça veut dire que les tout petits metteurs en marché paieront très certainement beaucoup moins de 120 €, montant qu'ils avaient dû régler l'année dernière. Sur la tarification, je vais peut-être en profiter là, Jade, tu m'excuses, je te prends le micro une minute, pour crever l'abcès de la déclaration simplifiée.
On a beaucoup de questions de la part de certains metteurs en marché qui ne comprennent pas pourquoi sur la déclaration simplifiée, les tarifs sont majorés. En fait, la tarification majorée, elle est obligatoire, elle est mentionnée dans le texte. On est obligé, en proposant une déclaration simplifiée, de proposer un tarif majoré qui va couvrir quoi? En fait, qui va couvrir le fait que le metteur en marché ne sera pas éligible, enfin, ne proposera pas de produit éligible à l'écomodulation. Donc, ça, ça fait partie du texte, hein, c'est de dire, voilà, ce sera, il est pas éco-conçu, en tout cas, il a pas de volonté de l'être, donc il est un petit peu pénalisé. Le fait qu'on n'a pas la transparence des données, nous, en tant qu'organisme, on est obligé de remonter les données à l'ADEME et le fait de déclarer en TLC fait qu'il n'y aura pas de transparence des données. Donc en fait, le tarif majoré couvre, cette non-transparence des données et cette non-entrée dans l'éco-conception. Il y a un autre sujet sur la déclaration simplifiée. Souvent, on nous pose la question pourquoi 5000 pièces? Parce qu'en fait, le texte dit qu'à un horizon proche, la déclaration simplifiée ne pourra toucher que 2% du total de la mise en marché. Donc, en fait, en faisant le calcul du nombre de nouveaux adhérents qu'on peut avoir ou du nombre d'adhérents qui seraient éligibles à une déclaration simplifiée, en fait, c'est le seuil de 5000 pièces qui a été retenu et validé surtout par le censeur d'État et les pouvoirs publics. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions sur ce sujet, mais voilà, nous, c'est en tout cas les remontées qu'on a souvent, de la part des metteurs en marché. Je te Passe à la relaisse. suite. Ouais. Moi, en fait, moi, je vois plus Teams, donc je sais pas s'il y a des questions ou quoi, mais je considère que 30 secondes de silence, je peux passer à la suite. Vas-y. Du coup, en ce qui concerne le nouvel extranet, donc en soi, dans la déclaration, ça change pas grand-chose, c'est juste l'interface qui évolue. Donc à partir de 2023, il n'y a plus que le profil déclarant de la société qui aura des accès à l'extranet, donc avec identifiant et mot de passe. Ce qui fait que du coup, lors de sa première connexion, il va devoir réinitialiser son mot de passe pour avoir ses nouveaux identifiants et pouvoir accéder à la fiche société qui pourra mettre à jour avec les nouvelles informations et notamment les informations de contact avec le signataire, puisque tous les adhérents doivent signer le nouveau contrat adhérent avant de pouvoir effectuer leur déclaration. Et donc, pour l'instant, on a un grand nombre d'adhérents qui n'ont toujours pas signé leur contrat et donc forcément qui ne peuvent pas commencer leur déclaration. En termes de profil, du coup, ça change un peu puisqu'on a maintenant le profil déclarant, le profil signataire, le profil facturation et après, autre si besoin de renseigner un contact. Donc, le déclarant, il peut être signataire et le profil facturation, mais le système demandera d'avoir au minimum 2 contacts différents pour pouvoir valider une inscription. Et en fait, l'entrée de l'extranet se fait via le profil du déclarant. Donc, si un déclarant est le même sur plusieurs sociétés, il se connecte lui avec ses identifiants et donc il aura accès aux différentes sociétés pour lesquelles il fait la déclaration. Et ensuite, il aura juste à rentrer sur chacune des fiches sociétés pour faire la déclaration. Et du coup, pour les questions de certaines personnes qui souhaitent avoir accès, qui ne sont pas déclarants, mais qui souhaitaient, enfin, qui avaient jusqu'à présent accès quand même à l'extranet pour voir les déclarations, le déclarant, il a la possibilité, avant de finaliser sa déclaration et de la valider auprès de Refashion, de pouvoir en télécharger une synthèse et télécharger le fichier Excel rempli avec les volumes par ligne de produit pour pouvoir le faire valider en interne si besoin avant de finaliser la déclaration sur l'extranet. Et pour terminer, du coup, on avait un point sur les écomodulations. Attends, Jade, une petite question. Il y a oui. une question d'Inès avant peut-être de passer. Oui, juste une petite question. Alors, c'est pas sur l'extranet parce qu'en plus, moi, j'ai eu la démonstration la dernière fois, l'autre webinaire du nouvel extranet, mais c'était plus sur, pour revenir à la déclaration, on est bien d'accord que si on fait une déclaration détaillée, il n'y a pas d'obligation de déclarer des écomodulations, enfin des produits à l'éco. Ok, c'est pas conditionné. Ok, ça marche. Merci. Non.
Donc du coup, la déclaration des produits éligibles aux éco-modulations, elle est désormais distincte de la déclaration des mises en marché et de la facturation des éco-contributions. Donc là, la déclaration que font les metteurs en marché des volumes 2022, c'est toute référence confondue, même celle qui était potentiellement éligible aux éco-modulations. Ensuite, en ce qui concerne la procédure, le calendrier, les justificatifs qui vont être demandés, etc., tout ça, ça sera communiqué ultérieurement par eFashion. On a déjà la page des éco-modulations qui est à jour sur le site internet et dans les vidéos pas à pas, on a justement ces slides pour donner quelques informations, mais on fera une communication plus détaillée quand on aura plus d'informations. En tout cas, ce que vous pouvez transmettre aux metteurs en marché, c'est que globalement, à partir de mai 2023, ils auront la possibilité de déclarer tout au long de l'année les références qui sont éligibles aux éco-modulations pour validation de ReFashion. Et donc ensuite, au premier semestre de l'année N+1, donc là en l'occurrence 2024, après la déclaration et la validation des mises en marché de l'année N, ReFashion versera les primes qui correspondent au volume et aux références éligibles aux éco-modulations. Et donc, pour les mises en marché 2023, les éco-modulations qui sont proposées, c'est durabilité des produits, labels environnementaux et incorporation de matières premières issues du recyclage. Les primes, elles sont définies comme des montants à la pièce ou à la tonne selon les éco-modulations. Et sous certaines conditions, elles peuvent être cumulables pour un même produit. Oui, excusez-moi, j'avais juste une question, mais je crois que la réponse est dans le titre, en fait. Du coup, les éco-modulations, elles sont valables sur les mises en marché 2023 et pas du tout 2022, hein. Oui. C'est ça, OK. Tout à fait. C'est la nouveauté, en fait, c'est ce que le cahier des charges, a bouleversé, en premier lieu sur les éco-modulations. C'est que désormais donc, en effet, il va y avoir également une année blanche d'éco-modulation sur les mises en marché 22, de fait, puisqu'il y a pas de les systèmes étaient liés. Donc ça, c'est le premier changement. C'est vrai que les éco-modulations, elles sont intégralement définies dans le cahier des charges, hein, et je vous ai renvoyé un message tout à l'heure, pour, donc le critère de proximité qui est remis, par la DGPR en consultation jusqu'au 22 février. Donc je vous invite, si vous le jugez utile, à participer à cette consultation évidemment. Ça concerne l'incorporation de matières recyclées, pardon. Donc ça, c'est un point. Ce qui est très important à souligner, c'est que dans les éco-modulations, elles sont ambitieuses, certes, elles ne sont pas toutes adaptées, certes. On va mettre en place un certain nombre de groupes de travail pour pouvoir évidemment les améliorer, mais elles ne sont pas modifiables, en tout cas pour 23 et 24. C'est-à-dire que la durabilité produit, c'est bien ce qui est inclus dans l'annexe 3 du cahier des charges. Les labels environnementaux, c'est bien ceux qui sont cités dans le cahier des charges. Et l'incorporation de matières recyclées se fait bien selon ce qui est prévu au cahier des charges. Donc nous, derrière, on est en train de mettre en place un calendrier de déclaration. Pourquoi? En fait, les déclarations se feront désormais sur l'année en cours en termes d'éligibilité, puisque selon l'article 13, les caractéristiques environnementales, la loi AGEC, les metteurs en marché sont censés faire figurer les primes et pénalités afférentes à chaque produit. Donc pour ça, ils doivent les avoir. Donc à partir de début mai, l'ouverture des déclarations des éco-modulations 2023 sera ouverte. Elle se terminera au 31 décembre. Et à partir de la déclaration de 2024, il faudra mettre en face des produits qui étaient éligibles à une éco-modulation, les quantités réelles mises en marché, de façon à pouvoir ouvrir le droit au reversement des primes. Donc c'est bien une prime en euros par pièce pour durabilité, pour labels environnementaux, et après c'est une prime, je vais y arriver, en euros à la tonne pour l'incorporation de matières premières issues du recyclage. Merci. Donc ça change tout. Tout a changé là. Ça va être sujet, voilà. C'est un sujet qui est financièrement extrêmement intéressant, qui est un bon starter, en tout cas un bon booster, mais qui va demander vraiment une période d'adaptation et de pédagogie très forte. Donc je pense qu'on vous ressollicitera pour faire des informations auprès des metteurs en marché pour essayer de les toucher au plus. L'idée étant que, évidemment, plus il y a d'éco-modulation, plus le marché, plus les produits sont vertueux, donc mieux c'est. OK, merci. Karine, tu avais une question?
Oui, j'avais une question, c'est justement par rapport à l'article 13. Du coup, en fait, les metteurs en marché ne pourront mettre sur la fiche caractéristique de leur produit lorsqu'ils bénéficient d'éco-modulation qu'après validation de votre part que c'est bien, vous avez bien donné une éco-modulation sur le produit. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, autrement, on est responsable d'une allégation, d'une allégation fausse, en fait. Donc, on va être obligé de vérifier produit par produit le fait que cette référence soit bien éligible à l'éco-modulation. Et donc, en fait, leur fiche produit, au fur et à mesure, va évoluer, notamment sur ce critère-là. Oui. Alors là, on va gagner en opérationnalité et en fluidité, hein. Là, on est vraiment au tout début. Donc, ça nous est un peu tombé dessus quand même, hein, là. Donc, on est en train de mettre en place le système. À partir de mai, ça devrait être opérationnel. Je pense qu'il nous faudra un petit temps de rodage aussi. Mais ça, on va mettre en place un système d'accompagnement pour les metteurs en marché qui vont nous déclarer des éco-modulations. Mais ça, on vous révélera tout ça dans l'épisode 2. Super. Il faut en garder pour la suite, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est toute bonne série, il faut avoir un petit côté, faut vous inciter à revenir la prochaine fois. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Toi, tu les vois pas, mais j'ai plus de... J'avais juste du coup une dernière slide sur les outils qui sont mis à disposition des adhérents, des metteurs en marché. Donc on a du coup le site internet Refashion Pro que je vous ai montré rapidement tout à l'heure avec nos différentes pages, avec la création du coup d'une nouvelle page qui s'appelle Déclaration 2023 vidéo pas à pas, qui reprend tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. On a du coup une FAQ avec les questions les plus posées et le formulaire de contact. Et sinon, on a la hotline avec l'adresse mail et le numéro de téléphone qui sont évidemment très sollicités en ce moment, donc qui vont mettre un petit peu plus de temps à répondre. Mais il y a déjà pas mal d'informations qui sont mises à disposition sur le site internet, la FAQ, etc. pour répondre aux questions. Anne, tu avais une question? Oui, juste pour me remettre en mémoire, parce que j'ai oublié, au niveau de la durabilité, c'est bien sur déclaration et il y a des tests à fournir, c'est ça? Il y a des résultats de tests à fournir, tout à fait. Mais ça, on Donc vous ça doit- donnera tout, on vous Ouais. donnera tous les justificatifs, hein. On est en train d'essayer de construire un outil assez simple, assez simple, le plus simple possible pour pouvoir Déclarer les faire la éco-modulations. déclaration. D'accord, merci. Inès, je crois que tu avais levé la main. Ouais. Oui, et juste une question. Est-ce que vous pouvez faire un point de vraiment même pas 2 minutes sur le plan d'éco-conception parce qu'on a des entreprises qui sont un peu en mode panique et du coup, comme j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu des dates qui avaient changé, enfin, du coup, un mini point juste pour qu'on soit un peu au fait, s'il vous plaît. Inès, merci pour cette transition magique. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver Ah. mieux. On avait prévu d'en parler un petit peu, en effet. Le plan de prévention et d'éco-conception, c'est un espèce de fantôme, de poltergeist qui fait très très peur à beaucoup de metteurs en marché parce que le texte est extrêmement flou. Alors, ce qu'il faut retenir en tout cas à notre sens de ce plan de prévention et d'éco-conception, c'est déjà que c'est un plan qui va engager l'entreprise. C'est-à-dire que le metteur en marché va rédiger ce plan. Alors, il n'a pas forcément d'obligation de résultat, mais il a au moins une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir prouver qu'il a mis en place un certain nombre d'actions pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont listés dans ce plan individuel, dans ce plan de prévention. Comment ce sera vérifié? Je vais être très honnête, on ne sait pas. Est-ce que ce sera sanctionné? Je ne sais pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, le texte est flou. La seule obligation qu'a l'éco-organisme, c'est dans le texte d'assurer la synthèse des plans de prévention et d'éco-conception qui lui seront remontés. Donc c'est assez compliqué parce que nous, on a que ce côté incitatif à nous transmettre les plans. Pour pouvoir en faire une synthèse, je vais dire, il nous en faudra au moins un,
qui nous sera transmis, mais dès qu'on en a un, ben, nous, la synthèse, on pourra la faire. Donc, ce qu'on a proposé, en tout cas pour faciliter la rédaction de ce plan, il y a plusieurs étapes. La première chose, c'est une trame de plan individuel associée à un guide de rédaction qui a été posté sur le site. De mémoire, c'est mi-octobre, mi-novembre, je ne sais Fin plus exactement. décembre pour moi, Bon, plutôt. donc ça, la date. Elle est disponible, cette trame, elle est tout à fait disponible. Elle a été construite avec d'autres éco-organismes pour que justement les metteurs en marché qui vont devoir rédiger plusieurs plans pour chaque filière retrouvent les mêmes items d'éco-conception et de prévention à chaque fois. Donc ça, c'est une première possibilité. Ça, c'est le plan pour rédiger un plan individuel. C'est le même principe pour rédiger un plan commun. En fait, le plan commun, c'est quoi? C'est la possibilité pour des metteurs en marché de se mettre évidemment ensemble pour rédiger un plan de prévention et d'éco-conception qui couvrira plusieurs entreprises, donc plusieurs metteurs en marché individuels. Ça peut être une solution pour des groupes, évidemment, qui vont avoir au sein de leur groupe plusieurs marques et donc rédiger un plan groupe pour plusieurs marques. Donc ça, ce sera un plan commun. Il y avait la possibilité, l'éco-organisme peut établir un plan filière. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait au départ envisagé. Or, une fois qu'on a eu pris on va dire, tout l'aéropage juridique, pardon, Jean Placide, toutes les précautions, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une lecture du texte qui pouvait amener au fait que le plan filière pouvait devenir le plan qui supplantait tous les autres. C'est-à-dire que si nous rédigions un plan filière, on faisait tomber tous les plans individuels. Alors, de la même façon, le texte est toujours très flou, on ne sait pas exactement la lecture que pourraient en faire les pouvoirs publics, mais ce que l'on s'est dit, nous, c'est qu'on n'allait pas engager la responsabilité de tous les metteurs en marché sur des obligations de moyens sur un plan filière. Donc, ce que l'on va proposer, c'est qu'on va proposer sur la trame du plan individuel, donc avec les différentes catégories qui sont listées, une trame développée, c'est-à-dire qu'on va proposer aux metteurs en marché, on va dire une inspiration un peu plus fournie qu'uniquement la trame plus le guide de rédaction. Ce sera vraiment cette trame développée avec des exemples d'objectifs, des exemples d'indicateurs, mais surtout le renvoi à un certain nombre d'outils par item sur lesquels ils pourront se nourrir. Donc l'idée, c'est de mettre ça à disposition parce que ça demande un peu de temps de le reformater à partir de mi-février. Et nous, on demande aux metteurs en marché de nous fournir leur plan de prévention et d'éco-conception pour le 31 juillet. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir de là, nous, on devra en établir une synthèse que l'on devra faire passer, et là, c'est l'obligation légale, à la fois à notre conseil, on devra le faire passer au CPP et on devra également la proposer en CIFREP. Donc voilà, il y a tout un process derrière qui se met en place. Donc c'est pour ça qu'il y a cette date du 31 juillet qui est notée. J'espère avoir répondu à la question, qui n'est pas simple. Sérène, ouais. Oui, moi j'avais une question justement par rapport à ce plan filière, parce que les metteurs en marché qui sont venus vers nous ont reçu un plan filière de Refashion fin décembre. De ce fait, avec des préconisations, ils se sont posé la question justement par rapport au plan individuel qu'ils avaient à compléter, est-ce qu'ils devaient rentrer dans ce plan filière? Et de ce fait, pour ceux qui avaient peur de s'engager justement sur des promesses qui est sans doute un regard sur ce qu'ils annoncent à 1, 2, 3, 4 ans, est-ce qu'ils ont l'obligation en tout cas, de se positionner exactement sur les mêmes préconisations? Et est-ce qu'ils peuvent même concrètement, renvoyer, presque une trame vide? Est-ce que c'est possible? Alors en fait, merci beaucoup Cyril, parce qu'en effet, c'est tout à fait juste. On avait publié ce plan filière qu'on a fait disparaître, enfin on l'a complètement enlevé du site, parce qu'en effet, ça portait beaucoup trop à confusion. Alors, il n'y a aucune obligation. En fait, je pense que c'est vraiment le message qu'il faut faire passer aux metteurs à marché. Il n'y a aucune obligation ni de respecter une trame. Alors, je me tire une balle dans le pied en disant ça, parce que nous, quand on va devoir en faire la synthèse, ça va être un peu moins rigolo si tout le monde fait comme il le souhaite. Mais libre à chacun de faire son plan. Et si à la limite, s'il y a un plan de prévention et d'éco-conception textile qui se résume à payer ma contribution Refashion, bon, qui est un peu l'étape zéro quand même, bon, ben voilà, ce sera le plan. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont absolument pas obligés de se conformer à la trame. Ils ne sont pas obligés de remplir tous les champs. Ils ne sont pas obligés de respecter l'ordre. En fait, c'est vraiment extrêmement libre. L'idée, c'est, il faut revenir au principe de ça, c'est vraiment d'engager les metteurs en marché à se poser la question et à essayer de réfléchir à des moyens à mettre en œuvre dans des plans de prévention et dans un plan d'éco-conception.
Donc à partir de là, c'est vraiment libre à chacun. Donc vraiment, toute liberté pour faire ses plans. Je pense sincèrement que la trame qui a été construite avec les autres éco-organismes est à la fois assez synthétique et assez complète pour déjà permettre de planter les bases d'une réflexion. Mais ce sont uniquement des guides, ce sont des possibilités. C'est comme la trame développée, c'est une possibilité. Il n'y a rien d'obligatoire, vraiment. Et je continue justement sur mes questionnements. Donc, de ce que je comprends, c'est que le plan filière, effectivement, avait été glissé dans ce mail. Désormais, est-ce qu'ils ont aussi eu une communication d'abandon, en tout cas, de ce dossier qu'ils avaient téléchargé? Alors, théoriquement, oui, il y a une communication qui est repartie début janvier, mais ça, je vais vérifier avec Adèle. Et de toute façon, on va refaire une information dès que la trame développée est prête. D'accord. On va essayer de pas trop les laisser dans un entre-deux un peu désagréable. Merci. Moi, j'avais une Ca- question également sur le plan dont j'ai vu la trame l'autre jour. Alors, je comprends là qu'il n'y a du coup pas d'obligation de la respecter telle qu'elle est. Mais j'avais vu que, alors je ne l'ai pas sous les yeux, alors je ne peux plus dire exactement, mais j'avais l'impression qu'il y avait des obligations à respecter concernant, par exemple, l'objectif de recyclabilité ou de... Ce sont des indicateurs, en fait. On va vraiment donner des indicateurs. Après, rien n'est obligatoire. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de metteurs en marché qui sont il y a tellement de sources d'informations différentes. Et quand il n'y a pas déjà de plan déjà construit ou on va dire pour les metteurs en marché qui sont de taille plus moyenne et qui n'ont pas forcément des services dédiés à ça, c'est vrai que c'est pas simple de trouver des infos. Donc là, c'est dans la trame développée, il y aura vraiment le renvoi à toutes ces sources d'informations pour pouvoir établir ce choix. Mais vraiment, là encore, vraiment, pas de pression. Enfin, Mm, mm. il n'y a rien d'obligatoire du tout dans ce qui a D'accord, été. ok. Ce sont vraiment des guides. Ok, super, merci. Bon, dis-toi, on va respirer. Karine, tu avais une question aussi, je crois. Oui, juste une petite Dis-moi. précision. Qu'est-ce que derrière, est-ce que tu sais, enfin, ça a été plus ou moins dit, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette synthèse que vous allez leur remonter? Est-ce qu'ils vont réagir et réajuster des choses dans le cahier des charges avant la fin de votre agrément ou ça va servir pour de l'éco-modulation ou voilà? Vous Alors, savez Karine, peut-être pas dire. tu me poses une colle, mais Bon. monstrueuse. Je ne sais absolument. Alors, est-ce que notre jolie synthèse servira de cale-porte au ministère? C'est une option que je ne peux pas évidemment écarter. Euh, Moi, j'aimerais bien que ça puisse servir, évidemment, que ça puisse servir pour la filière. Maintenant, la synthèse, ça va dépendre aussi, je pense, ce qu'il faudra qu'on mette, nous, comme réserve, c'est en fonction du nombre de plans qui auront été reçus, de la représentativité pour la filière. Et puis, il faudra peut-être qu'on propose quelque chose. Enfin, il faudra peut-être qu'on se revoie ensemble pour cette synthèse-là, et puis qu'on voit à l'inverse, si la synthèse est pas solide ou est-ce qu'il y a des choses à proposer. Ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait anticiper, hein. Mais je ne sais pas. Je ne sais Oui, pas si peut-être les à gens ce moment-là voir parce qu'elle risque de peut-être pas être anodine. C'est ça. Non, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok. Mais nous, on a cette obligation-là. Nous, c'est la seule obligation qu'on ait, c'est vraiment de produire cette synthèse. Et vous, excuse-moi, tu l'as dit tout à l'heure, vous, la date où vous devez la remettre, c'est octobre, c'est ça? Théoriquement, on doit la présenter, on doit la remettre de façon finale fin décembre 23. Fin Il faut décembre. il faut qu'elle ait passé toutes les Ouais, épreuves. Il y a des comme d'hab. sélections, il y a des poules Ouais, avant. Ça passe d'accord. au Ok. travers d'un filtre. Ok. Merci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, si vous aviez d'autres sujets ou pas. Je vois l'heure qui a tourné, ça a été riche. Peut-être juste, désolée, une dernière, Hélène. Est-ce que Oui. du coup, là, par rapport à la consultation publique qui vient d'être réouverte là, sur l'histoire du tonnage, de la matière recyclée, des critères de proximité, du coup, ils vont derrière réajuster le cahier des charges Oui, définitif? ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, là, donc, la consultation s'est réouverte, elle est ouverte jusqu'au 22 février Oui. alors, il y a encore quelques zones d'ombre, hein, parce que je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y jeter un œil, mais ce qui était énoncé est en mise en application au 1er juillet 23. D'accord.
Non, j'ai pas eu le temps de regarder, moi. Ce qui ne correspond pas à grand-chose quand même. Donc là, par contre, il y a des choses qu'il va falloir qu'on fasse repréciser. Mais oui, ça viendra enrichir le cahier des charges. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas trop diffuser de choses sur les éco-modulations sans cette partie-là non plus. Donc bon, on va attendre. Je pense que fin février, on sera fixé. Donc là, je vous referai une communication aussi avec Jade. Mais participez, hein. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas hésiter à participer si vous avez des contributions. Vas-y, Anne. Je ne peux pas lever la main. Non, je me demandais si le 1er juillet 2023, c'était pas lié à l'affichage article 13 avec le décalage du délai dans la fiche produit. C'est peut-être. possible. Je sais pas trop, mais enfin, honnêtement, quand j'ai eu le cabinet du ministère, ils savaient pas répondre, hein. Donc, je pense qu'on peut essayer d'y glisser une explication logique, rationnelle et hautement intelligente. Pas sûr. Pas sûr. Ouais. Et juste dernière chose, ça repasse en CIFREP aussi, après? Ils ont été incapables de me dire, Karine. Ah, d'accord. Pardon. Parce que Je sais théoriquement, oui, non? Théoriquement, oui, mais est-ce que ça Ouais. passera en pour info en CIFREP sans vote? Je sais pas. Théoriquement, oui, hein, il y a consultation, Ouais. donc théoriquement, il y a repassage en CIFREP. Oui, puisqu'il y a modification du cahier des charges, peut-être, donc il y a normalement, oui, repassage. C'est ça. Il est à l'heure du jour, il me semble. Ah bon? Ah bah super, tu vois, j'ai pas regardé. Bon bah voilà, ça y est, donc on a la réponse. Merci Anne. Parfait, bah écoutez, on a tenu dans les temps. Merci beaucoup. Merci de vous être rendu disponible. Si vous avez des questions supplémentaires et subsidiaires, vous n'hésitez pas. Jade va mettre, tu renverras le chemin vers le replay. Et l'enregistrement. Et puis voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, honnêtement, le plus efficace, c'est quand même de joindre la hotline, sachant que les questions les plus délicates nous remontent évidemment. Donc, pas de souci là-dessus. Et puis, voilà. Ah, Sophie, tu as une petite question avant de conclure? Oui, j'ai une toute petite question. Est-ce qu'on peut diffuser la présentation que vous allez nous envoyer ou vous préférez qu'on fasse de l'info par nous-mêmes? Alors, je vais être très honnête, Sophie, je préférais que vous fassiez de l'info par vous-même parce que vous connaissez vos adhérents. D'accord. Et j'ai peur qu'un truc formaté de Refashion leur parle beaucoup moins. Oui. Donc, Ok. mais servez-vous de la base, enfin, si voilà, Oui, on va servir de remettez-la la à la base sauce. pour Et vraiment, construire je pense quelque que chose. tout le travail qu'a fait Jade d'informations, de guides, de vidéos, de pas à pas, parce qu'en fait, tout a été redécoupé hein, dans ce qu'on vous a mis, tout est redécoupé par thématique et peut-être très utile. C'est des pastilles qui durent quoi, 2-3 minutes, Jade? Oui, 2-3 minutes. Et en soi, c'est la même présentation PowerPoint. Donc, c'est Oui, juste oui, que j'avais c'est vu. découpé pour être très spécifique sur les sujets. Oui, j'avais vu déjà Mais- des petites choses sur votre site. Merci. Mais Hélène, ça n'a pas été présenté à tous les metteurs sur le marché? Alors en fait, l'information est parue là-dessus, mais on refait pas comme l'année dernière des webinaires collectifs parce qu'en fait, on se rend compte que c'est parfaitement inefficace. En fait, c'est ceux qui savent qui viennent. Donc, on a renvoyé des newsletters, on renvoie systématiquement. Là, on a des reminders qui partent toutes les semaines avec tous les liens. Donc voilà. Et l'idée avec vous, c'est aussi de vous donner les outils pour avoir une diffusion plus efficace, évidemment, envers vos adhérents aussi. Donc, ça avait été fait aux associés conseils Ouais, d'administration, en il y fait. a eu un D'accord, premier qui ok. était associé. Ouais. Aujourd'hui, donc, bah voilà, Ouais, vous ok. qui représentez tous les metteurs en marché. Et après, l'information, elle se fait directement par l'envoi de toutes les infos ciblées et répétées aux metteurs en marché. Ok. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci. Très bonne soirée, Merci. très bon Merci à week-end. vous. Et puis, bah, à votre disposition et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Jeanne, merci Merci Hélène. beaucoup. Merci. Au revoir. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end.